Nous avons abandonné la géologie sur la fin de ce grand A dans la vidéo 4 et nous arrivons donc maintenant au grand B, la dynamique des zones de divergence. On va expliquer pourquoi, comment les plaques bougent et quelles en sont les conséquences. En correspondance avec le chapitre 10 du livre, on peut tout d'abord donner quelques chiffres. 60 000 kilomètres de dorsale sur la Terre, 21 km3 de roches magmatiques nouvelles produites chaque année le long des dorsales, et la moitié du volume de l'Atlantique qui sort par les cheminées hydrothermales, les fameuses fumeurs noires, que l'on a découvertes dans le sujet géosciences. Alors, une vidéo d'accroche qui nous montre cela. Alors, on a ici ce qui se passe au niveau d'une dorsale, une éruption magmatique. Si on parcourt le monde, on a les 60 000 kilomètres de dorsale, et à un endroit dans le globe, on remonte ici l'Atlantique, il faut que je remette en route, et on se retrouve en Islande, où on a le seul endroit sur Terre où la dorsale, vous le voyez, ne se trouve pas sous l'eau, mais elle est émergée, et donc on peut la parcourir ses bords, reconnaître ses roches, les analyser. C'est beaucoup plus facile que quand c'est en sous-marin que l'on doit le réaliser. Le sous-marin qui a réalisé ces images, c'est sans doute un sous-marin proche du Nautile, peut-être une version plus récente, mais le Nautile a beaucoup compté dans la connaissance des fonds océaniques. Donc nous débutons ici par la partie sur la divergence, et donc la divergence permet la création de lithosphères. On va voir qu'il y a deux types de dorsales, les dorsales rapides par lesquelles on va débuter. Alors on parle de dorsale rapide si la vitesse d'expansion est supérieure à 10 cm par an. Alors on peut visualiser une dorsale, hein, visualiser avec des guillemets, grâce à la tomographie sismique. Toujours nos ondes qui se réfléchissent ou qui se réfractent sur des particularités du globe. Et donc on voit ici certaines structures différentes. Alors le document est normalement en noir et blanc, hein. Il a été, on lui a mis des traits pour mieux comprendre. Donc le Moho, hein, c'est la limite entre la croûte et le manteau. Au-dessus de ce Moho, on a des roches qui ne sont plus à l'état totalement solide, mais sous forme d'une bouillie cristalline, quelque chose d'un peu visqueux. On a parlé de ductile précédemment. Et en haut de cette poche, de cette bouillie cristalline, on a le magma, c'est-à-dire les roches qui sont liquéfiées, qui est prêt à expulser au niveau de la dorsale, comme on a vu en image. Donc on peut noter ici que dans le Pacifique, la croûte, qui est bien sûr toujours des basaltes sur du gabbro, a environ 7 km d'épaisseur, et elle surmonte, comme partout sur le globe, le manteau lithosphérique. Le plancher océanique, on voit ici, est bombé, parcouru de failles normales. Alors ça, c'est un petit peu moins facile à identifier. Je vois par exemple ici une structure qui pourrait être une faille normale. J'en revois une là. J'en vois d'autres par ici. Donc ce sont des failles qui prouvent l'écartement
c'est-à-dire la divergence. Ici, on a des photographies des fonds océaniques dans le Pacifique, puisque les dorsales rapides, c'est notamment le Pacifique, mais aussi l'océan Indien. Et donc, celle-ci, c'est le fragment de dorsale qui sépare l'Est Pacifique de la plaque des Cocos. On y trouve des basaltes en coussin, caractéristiques de ces zones de dorsale, qu'on a vu aussi dans le sujet géosciences. Ces basaltes en coussin, on les appelle aussi des pilolavas, ce qui veut dire des laves en oreiller, littéralement. Et donc, ce que l'on voit ici, une espèce de champ de boules, eh bien, c'est ce qu'on voit à peu près dans tous les océans. Donc, on peut noter qu'au-dessus du basalte, en pilolava, on trouve des sédiments, alors très peu ici, hein, dont l'épaisseur est croissante en s'éloignant de la dorsale. Là, on doit être fort probablement proche de la dorsale. Ce document, qui est une topographie, permet la localisation des poches magmatiques et des cheminées hydrothermales le long d'un bout de dorsale, toujours au niveau du Pacifique. Alors, si c'est en vert, on a une éruption à une profondeur de 2 km et demi, enfin inférieure pardon à 2 km et demi. Si c'est en rouge, c'est supérieur à 2 km et demi. Vous voyez des pointements rouges ici ou là, et ici un pointement vert et encore un petit peu ici là au-dessus. Et donc en submersible, on peut observer des éruptions volcaniques, mais aussi détecter des chambres magmatiques grâce à l'émission d'ondes hein, et la réalisation d'images tomographiques comme celle-ci. Les différentes expéditions ici ont permis de connaître un fragment de la croûte. Donc l'expédition 312 a pu déterminer qu'il y avait 250 mètres de sédiments qui se superposaient à des basaltes en coussin. L'expédition 309 a permis d'aller plus profondément et donc en dessous des basaltes en coussin, on a pu observer des filons basaltiques qui sont en fait des fissures du sol qui ont permis la remontée de magma qui a solidifié sous forme de coussin, mais ces filons, dans ces filons, cristallisent aussi des roches que l'on peut retrouver. Et enfin, l'expédition 206, elle, a permis d'aller encore plus bas, jusqu'aux gabbros, qui contiennent eux aussi des filons. Et donc, on reconstitue étape par étape hein, la croûte. Alors ici, vous voyez que les expéditions n'amènent que à une profondeur de 1500 mètres, pardon, c'est-à-dire 1,5 km. On est à peine ici, là-haut. Et donc, on reconstitue l'ensemble de la croûte que je vous invite à refaire parce que ça n'était pas bien digéré la première fois. Alors, la croûte s'arrête au niveau de la discontinuité de Mohorovičić, hein, le Moho. En dessous, on a le manteau, c'est-à-dire des péridotites. Donc, refaites ce schéma dans votre cours, ce ne sera pas inutile. Ce qui amène à la notion 36, la divergence des plaques de part et d'autre des dorsales permet la mise en place d'une nouvelle lithosphère. La voici. N'oubliez pas de titrer votre schéma. Celle-ci se met en place par apport de magma qui viennent du manteau, donc magma mantélique, à l'origine d'une nouvelle croûte océanique. C'est la croûte qui est constituée à partir des magmas, que ce soit basalte ou gabbro. On passe donc maintenant aux dorsales lentes, c'est-à-dire celles qui ont une vitesse d'extension inférieure à 5 cm par an, et c'est l'Atlantique qui est
qui est ce type, qui correspond à ce type de dorsale, pardon. Ici, on a fait un profil topographique avec le logiciel Tectoglobe, comme on le fera en TP. On est ici au niveau du TP5. Et donc, faire une coupe au niveau perpendiculaire à cette dorsale nous donne ce résultat. Donc, on voit qu'on a une espèce de montagne sous-marine, et cette montagne est creusée en quelque sorte en son centre par une dépression qu'on appelle le rift. Donc, dans l'Atlantique, la dorsale présente une vallée axiale effondrée qu'on appelle rift. Voici une image écorce, hein, comme tout à l'heure, mais cette fois de l'Atlantique. On voit bien des directions de faille normales, et on voit ce creux central qui est donc bordé de failles normales. Les plus grandes ont été ici repassées en rouge, les plus grandes directions de ces failles. On observe au niveau de ces dorsales lentes beaucoup moins d'activité magmatique qu'au niveau des dorsales rapides, donc moins de magma a été mis. C'est une partie de cette dorsale-là qui est émergée en Islande, et donc elle n'a pas une activité constante, elle a une activité discontinue. Vous avez ici plusieurs zones de la dorsale qui ont été l'objet de sites de carottage. Donc on a fait des carottes, hein, on a déjà vu cela, à ces différents niveaux. Et au niveau de la faille de Vema, qu'on a déjà évoqué aussi précédemment, là il n'y a même pas eu besoin de faire de carottes, parce que la faille transformante qui recoupe la dorsale, pardon, hein, la faille transformante, c'est ce petit trait plus ou moins horizontale, eh bien nous permet d'avoir une vue sur la croûte océanique sans faire de carottage, puisqu'elle est mise à jour. Donc je vous invite à refaire ce schéma, et peut-être le faire si vous ne l'aviez pas fait la fois précédente. Attention à ces deux figurés qui sont proches, les basaltes en coussin, les basaltes en filon. Les basaltes en coussin, ce sont ceux qui sont par-dessus, et les basaltes en filon juste en dessous, les gabbros et les serpentinites, c'est-à-dire la péridotite du manteau qu'on représente toujours en vert, qui est modifiée parce qu'elle est au contact de l'eau, ce qui l'a fait appeler serpentinite. Le moho, hein, représentez-le bien, on le voit pas très bien ici, en rouge, c'est donc la limite entre la croûte et le manteau. On a ici de la même façon les différents résultats de carottage réalisés. Donc certains puits ont permis de voir que un tout petit peu de cette croûte, d'autres un peu plus, et d'autres une vue assez complète, on va dire. Mais ce qu'on voit principalement, eh bien, ce sont les sédiments, quelquefois les basaltes en dessous, et quelquefois un petit peu de péridotite serpentinisée, c'est-à-dire modifiée. En dessous de cette péridotite serpentinisée, pardon, on a de la péridotite qui n'est pas au contact de l'eau et donc qui n'est pas modifiée. La croûte est souvent moins épaisse, environ 6 km, que dans le Pacifique par exemple, ou dans l'océan Indien. Je ne sais pas combien de fois je vais mettre ce document. C'est peut-être pour vous dire qu'il faut vraiment un schéma de cela. Donc, notion 38, dans certaines dorsales, les lentes, l'activité magmatique est plus réduite et la divergence met directement à l'affleurement des zones du manteau. Ce qui va nous amener maintenant à nous poser la question, comment se forme le magma qui donne naissance à ces roches de la croûte océanique. Merci pour votre attention et rendez-vous en vidéo 21.